Europe 1. Un journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. C'est donc ce matin, dans moins d'une heure et demie, que son maintien ou non en détention provisoire doit être étudié. Le policier marseillais, soupçonné d'avoir passé à tabac un jeune en marge des récentes émeutes, est auditionné tout à l'heure par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Son incarcération avait provoqué une vive protestation chez les policiers. Comme ce brigadier chef sous couvert d'anonymat, Europe 1, il se dit au bord du burn-out. Fini ces conneries-là. Ils veulent nous poursuivre après, nous mettre en détention provisoire, il n'y a pas de problème. Les prochaines émeutes, je ferai rien. Nous, on compte pas les heures ni le manque de nos familles qu'on voit moins du coup dans ces périodes-là. Et en retour, on n'a rien. Ou une détention provisoire. Donc au bout d'un moment, ça suffit, il y en a ras-le-bol. Ça donne à réfléchir à rester dans la police. Peut-être que je finirai pas dans la police. Et on entend la colère de ce policier, celle de ses collègues aussi. Grève du zèle, vague d'arrêt maladie. Alors même si le mouvement de contestation s'est calmé ces derniers jours, ses effets sont encore bien visibles dans les commissariats marseillais. Le reportage d'Inès Zegloul pour Europe 1. Carte bleue, carte d'identité, portable. Ils m'ont tout pris. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Alors dimanche dernier, les poches vides, Lionel s'est rendu au commissariat le plus proche. Ils m'ont dit voilà de revenir parce que c'était un manque d'effectifs, mais qui s'était ouvert pour les personnes vraiment de cas graves. Ça veut dire agression, viol et tout ça. Je suis venu à 9h quand même ce matin parce que vous voyez, il y a du monde dedans. Après des jours entiers de fermeture, porter plainte ou déposer une main courante semble de nouveau possible, même pour les cas les moins graves. Mais depuis le début de la fronde policière, les infractions se sont accumulées. Vendredi pour faire un dépôt de plainte, c'est survenu aujourd'hui et du coup ils m'ont à nouveau dit qu'il y avait cette fois-ci ils m'ont laissé rentrer dans le commissariat pour mieux me dire qu'il y avait au minimum de 4 heures d'attente pour la plainte. Avec quelques agents toujours absents, l'accueil est bondé de monde, dehors la file d'attente ne fait que s'allonger, alors certains s'impatientent. Je repars parce que je suis sur mon temps de travail et que je dois faire une pré-plainte sur internet. Normalement ils vont m'appeler pour que je vienne signer. À l'entrée, l'officiel assure les effectifs sont suffisants pour venir en aide aux victimes. Inès Zegloul pour Europe 1, ces récentes émeutes après la mort du jeune Naël tué par un policier qui traduisent un problème d'intégration, dit Emmanuel Macron. Le président réfute un lien avec l'immigration dans les colonnes du Figaro Magazine. C'est l'une des déclarations marquantes du chef de l'État dans cette interview fleuve, Mayalène Trémollet. Oui, Emmanuel Macron se livre, il répète la confiance qu'il a en sa première ministre Elisabeth Borne. Il évoque aussi les défis qui attendent son nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Rétablir à l'école l'autorité du savoir et l'esprit critique. Sur la question des émeutes, le président ne regrette pas sa prudence et dit avoir préféré ne pas réagir à chaud. Ces semaines de violence révèlent selon lui une crise de civilisation. Mais le chef de l'État refuse d'établir un lien entre émeutes et immigration et balaie la proposition des Républicains de supprimer les allocations familiales pour sanctionner les émeutiers. Lui préfère réfléchir à une politique de répartition des personnes immigrées. Nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons de l'être, déclare-t-il. Pas de virage à droite donc, mais une volonté d'améliorer le processus d'intégration. Par ce biais, le président souligne une fois de plus la nécessité de faire nation, de rassembler. Pour ce faire, il dévoile dans cet entretien une annonce, celle d'une initiative politique d'ampleur pour réunir les partis à la rentrée, sans pour autant donner de précision ni sur le fond, ni sur la forme. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Europe 1, 7h04. L'évacuation des Français du Niger touche à sa fin. Le 5e et dernier avion affrété par la France doit décoller de Niamey, la capitale, dans les prochaines heures. Plus d'une semaine après le coup d'État militaire. Ils sont pour l'instant 992 civils, dont 560 Français à s'être posés depuis hier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Des Français soulagés qu'a rencontré Antoine Bienvaux pour Europe 1. Ça fait du bien, on est rassuré. C'était le stress, on n'était pas sûr de trouver un vol. Du coup, on a appelé l'ambassade et ils nous ont aidés à venir comme ça. Là, oui, on va rentrer à la maison, on va se reposer parce que ça fait depuis hier que c'était un peu le stress. On a eu peur parce que quand on ne sait pas à quel moment ça peut dégénérer et jusqu'à quel niveau ça peut dégénérer, c'est pareil, on ne peut qu'avoir peur. Ça a été plus qu'une surprise, c'est une stupéfaction avec plein d'amertume et de regrets. Parce que personnellement, je ne l'ai pas vu venir. Content et surtout, je remercie la spontanéité avec laquelle la France a pu faire partir les gens. C'était des vacances, quoi, tout allait bien. Et ensuite, vers le 27, il y a eu le coup d'État. Donc pendant quelques jours, on n'est pas sorti. Ah oui, ça fait du bien, même si ça fait un petit pincement au cœur de laisser certaines personnes là-bas. Par exemple, ma grand-mère.
Les témoignages de ces Français exfiltrés du Niger. Il n'y a pourtant aucune raison objective à ces évacuations de ressortissants, assurent les putschistes du Niger. Reste qu'après la France, les États-Unis annoncent évacuer le personnel non essentiel de leur ambassade dans la capitale Niamey. En France, la tempête Patricia qui s'est abattue sur l'Ouest a fait 2 victimes. Une femme de 57 ans morte noyée sur l'île bretonne de Ouessant, emportée par la houle avec ses 2 enfants qui, eux, ont survécu. Un jeune garçon de 10 ans a lui été grièvement blessé par la chute d'un arbre à Montpellier de Médillan en Charente-Maritime. Je me tourne vers vous, Estelle Gass. Vous nous parlez de ces vents violents depuis ce matin. Journée agitée hier, on s'attend à quoi pour aujourd'hui ? Eh bien, après la perturbation Patricia, le temps reste aujourd'hui donc encore agité. De nombreuses averses sur le long des côtes du Finistère, des côtes d'Armor, de la Manche, de la Seine-Maritime et de la Somme. Elles seront plus éparses dans les terres. 12 départements restent en vigilance jaune vague submersion. Si tout va bien, il ne devrait pas passer en vigilance orange. Les vents soufflent moins fort qu'hier, 50 à 60 km/h au lieu de 110 km/h hier. Par contre, il va falloir s'armer de patience, attendre dimanche, lundi, avant de retrouver un temps sec, puisque demain soir, une nouvelle perturbation arrive sur le pays par la Bretagne, qui devrait donc apporter des vents qui iront jusqu'à 90 km/h dans la journée de samedi. Merci Estelle. Et donc on fait très attention si on se trouve sur le littoral des côtes de la Manche. Des vents forts dans une moindre mesure dans le sud-est. Ils viennent s'ajouter à la sécheresse et donc font craindre un risque d'incendie. Le département des Bouches-du-Rhône en vigilance rouge pour demain. Le Var, le Vaucluse et l'Hérault en orange. Vous en avez peut-être aperçu des rideaux de fer définitivement tirés au coin de la rue, de salons de coiffure qui sont en grande difficulté cette année. 602 procédures de liquidation et de redressement judiciaire ont été ouvertes ces 6 derniers mois. Une hausse de 181% en 2 ans. On s'approche du record de 2015 qui comptait plus d'1 millier de défaillances. En cause, le Covid, la hausse du coût de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat. Le reportage dans un salon de coiffure parisien signé Noah Moussa. Bonjour madame. Un sèche-cheveux à la main, Michel, une coiffeuse brésilienne, accueille une cliente. Avant, on avait beaucoup plus de clients. Normalement, je faisais 15 et 20 clients par jour. Aujourd'hui, je fais 8, 9 clients par jour. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Car les habitudes ont changé. Andrea, 26 ans, a bien réfléchi avant de pousser la porte du salon. Alors, je suis en train de me couper les cheveux, en train de réaliser un carré très court. Je vais laisser pousser mes cheveux peut-être 3 mois ou 6 mois, au lieu de revenir dans 2 mois pour me recouper les cheveux à nouveau. Cette baisse de la clientèle, Michel la constate chaque jour dans son salon de coiffure et de manucure où elle emploie 4 personnes. Cette année, je ne veux pas prendre des vacances parce que je ne peux pas fermer. Le chiffre d'affaires aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc j'ai fait des sacrifices pour continuer à travailler, pas voyager, pas prendre des vacances, pas baisser mon salaire. C'est très difficile. Dans le quartier, 4 salons de coiffure ont fermé leurs portes depuis le début de l'année. Noah Moussa pour Europe 1. Dans l'actualité à l'étranger, aux États-Unis, l'audience très attendue de Donald Trump ce soir, poursuivie pour complot. L'ancien président s'y rendra en personne. En coulisses, ses avocats essayent déjà de dépayser le procès à venir. Ils veulent éviter un jugement rendu par un jury de l'État de Washington, État qui vote traditionnellement largement pour les démocrates. Et puis le cri de douleur des victimes de violences sexuelles qu'il faut écouter dans l'église. C'est l'appel du pape François à son arrivée hier à Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le souverain pontife qui a par ailleurs rencontré 13 victimes dans la capitale portugaise, 6 mois après la publication d'un rapport accablant sur ces affaires dans le pays. On passe au sport et le football. L'Olympique de Marseille qui est un peu passé à côté de ses retrouvailles avec ses supporters hier soir. Oui, défaite 2-1 en match amical contre le Bayer Leverkusen. Le Vélodrome était pourtant plein pour cette dernière rencontre de préparation. Nina Pavan, les supporters sont déçus mais ils veulent rester confiants. Habillé du tout dernier maillot de l'OM, Frédéric ne s'attarde pas après le match. Le score final, il l'a un peu en travers de la gorge. Un rodage complet. On a du souci à se faire quand même. Surtout qu'on a les Grecs dans une semaine et eux, ils ont déjà 2 matchs dans les jambes de compétition. Alors, on va croiser les doigts. Julien, lui, est même anxieux. À 1 semaine de la reprise pour l'OM et malgré les efforts offensifs des joueurs, la prestation sur le terrain ne l'a pas rassuré. Très déçu, très déçu. Après, ça fait peur, surtout NDI, notre nouvelle recrue qui est sortie. Ouais, on n'a pas trop joué, mais il n'y a pas eu vraiment, on n'a pas su se créer d'action dangereuse, donc on n'a pas vu grand-chose ce soir. Parmi les nouvelles recrues, plus de peur que de mal. Les jeunes Ndiaye et Soglo, sortis en deuxième mi-temps, ne sont finalement pas blessés. Seulement des crampes pour leur premier match en tant que titulaire. Marseille, Nina Pavan, Europe 1.
Et en football, toujours en football féminin, les Bleus se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde en remportant le dernier match de poule 6-3 contre le Panama. Et puis en basket, l'équipe de France des hommes poursuit, elle, sa bonne préparation avant le mondial. Victoire 80-69 face au Monténégro. 36 points rien que pour le duo Evan Fournier et Rudy Gobert. Rudy Gobert qui, paraît-il, a marqué son premier panier à 3 points de toute sa carrière. Je vous rappelle sa réaction de fin de match. Il nous a dit « J'ai l'impression d'avoir perdu ma virginité ». C'est vraiment très étonnant. Merci Victor pour